Dernière séquence dans la leçon sur l'État, celle-ci nous permet d'ouvrir sur d'autres sujets possibles que celui que nous avons évoqué ensemble et également de répondre à des questions pertinentes et intéressantes. Serions-nous plus libres sans l'État? C'est un lieu commun, l'État ne se manifeste jamais autant à nous que lorsqu'il s'agit de contrarier nos désirs. D'innombrables obligations, contraintes, limitations, sanctions nous mettent en rapport avec lui, de sorte qu'on en vient à rêver parfois d'une société sans État, société où chacun serait libre, entre guillemets, de faire tout ce qu'il veut. À mieux y regarder, ce qui d'ailleurs est la spécificité du regard philosophique, on s'aperçoit vite que sans État, le risque est grand qu'une sorte de violence permanente nous soumette à des rapports de force. On réalise aussi qu'être libre n'est pas à faire n'importe quoi, n'importe comment, mais consiste à obéir à des règles communes dont chacun a besoin. L'État se présente alors comme garant de l'intérêt général et de la liberté de tous. L'État est-il un mal nécessaire? Sans aucun doute, chacun d'entre nous aimerait pouvoir faire ce qui lui plaît quand cela lui chante. Mais nos désirs viennent bien souvent se heurter à l'interdiction de la loi civile, comme sur un mur, nous exposant du même coup aux châtiments prévus par la loi, si on leur laisse malgré tout libre cours à ces désirs. Ainsi, c'est un fait, les lois de l'État viennent, bel et bien, c'est incontestable, entraver notre liberté d'action. Pourtant, et en même temps, chacun reconnaît, pour peu qu'il prenne la peine d'y réfléchir, qu'obéir aux lois de l'État est nécessaire, notamment pour que l'ordre règne. Que serait une société où chacun se mettrait à n'en faire qu'à sa tête, bafouant les lois à l'envi? Nous pouvons répondre, ce serait l'anarchie, car les lois perdraient justement toute leur valeur de loi. Assurer la sécurité, est-ce le but de l'État? Ce qui distingue les communautés humaines des sociétés animales, c'est que les premières ne se contentent pas, contrairement aux fourmis par exemple, ou à certains animaux dits sociaux, de répartir les tâches entre leurs membres. Les communautés humaines sont d'emblée politiques, entendons par là qu'elles se dotent de règles, qu'il s'agisse de coutumes oralement transmises ou de lois écrites. Vivre en société, par conséquent, c'est vivre sous l'ombre de la loi de l'État et donc, par le fait même, renoncer à notre liberté naturelle comme pouvoir de faire ce que l'on veut. Alors, il semble aller de soi que l'obéissance aux lois étatiques nous prive de la liberté dont nous jouissions à l'état de nature, à l'état naturel. Et si, à l'évidence, nous acceptons d'en être privés, c'est bien parce que nous recevons quelque chose en échange qui soit d'une valeur au moins égale. Or, que pourrait bien nous promettre l'État, garant des lois, rappelons-le, si ce n'est effectivement la sécurité pour notre personne et pour nos biens, nous empêchant du coup de faire ce que nous désirons, certes, mais ainsi la loi nous protège également du désir des autres, de leur jalousie, de leur soif de domination, de leur prédation possible, de leur violence en fait. Tout semble donc se passer comme si la vie en société reposait sur un contrat par lequel chacun renonce à sa liberté à condition d'être protégé contre celle des autres, puisque la liberté de faire ce qu'ils veulent de moi ne doit pas les amener à ce qu'ils m'imposent leur force. L'erreur à ne pas commettre quand on aborde l'État dans le corpus philosophique, c'est de faire une certaine confusion en concevant que l'État est à peu près la même chose que la société ou que la communauté, tant ces termes ou ces vocables paraîtraient sémantiquement proches ou similaires. On peut juste rappeler, grosso modo, que le rassemblement des individus qui abandonnent l'état naturel prend d'abord une forme de regroupement agrégatif qu'on appelle la société, qui a une logique plutôt du partage économique. Le socius, c'est d'abord le compagnon d'armes en latin, et puis très rapidement, c'est celui avec lequel on échange dans des tractations qui sont régulées et réglées par la rationalité. Cette société s'organise ensuite, après le moment du komos grec, c'est-à-dire de l'échange sur le marché, du bourg, en une communauté où on va se fédérer autour de valeurs à consonance plus moralisante ou politique ou civique. Et ensuite, on appellera État la structure, l'institution politique avec l'ensemble des éléments qui vont permettre des échanges corrects fondés sur le corps des lois.
Alors l'idée intéressante à exploiter dans cette leçon sur l'État, ou pour tout sujet qui s'y rapporterait, c'est peut-être la position de, c'est sans doute d'ailleurs, la position de Machiavel dans Le Prince. Machiavel qui est le premier à utiliser ce sens moderne de l'État. Il faut rappeler que le prince qu'il évoque, le détenteur unique du pouvoir, il principe en italien, est celui qui est censé assurer la conservation, le maintien de cet État, la cité ou la République, à la tête de laquelle il s'est d'ailleurs hissé, parfois en usurpant cette place. Ainsi, Machiavel fonde la science politique moderne en donnant des préceptes, des règles qui paraissent certes immorales, illégitimes. On a dit du prince que c'était un bréviaire du mal, mais néanmoins, il y a des réflexions très intéressantes sur le peuple comme réceptacle du pouvoir politique et sur les règles que doit suivre tout de même celui qui occupe cette tête de l'État pour ne pas perdre son chef et du coup perdre son trône ou sa place. C'est l'idée d'une sorte de réciprocité finalement assez moderne et à consonance, en dépit de la dimension machiavélique du texte Le Prince, avec une consonance donc, disais-je, démocratique. Si l'État est une notion ô combien actuelle, j'oserais dire que c'est parce que nous y sommes encore, dans une structure de type étatique. La plupart des individus d'ailleurs sur Terre, dans ce bon XXIe siècle, s'y trouvent. Nous vivons sous l'égide d'État, nous sommes soumis à des lois, nous subissons certes des contraintes, mais nous entendons aussi sur le fait que le progrès de la démocratisation galopante, la pacification des consciences prendra idéalement, et Kant en rêvait lui-même, notamment dans l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, une sorte de droit international. Kant avait envisagé d'ailleurs un texte vers une paix perpétuelle dont il imaginait un jour que tous les hommes pourraient se soumettre à ces principes, chacun de nous reconnaissant à la fois la nécessité de l'État, sa légitimité, et entendant bien que le fait d'être sous l'égide des lois ne signifie pas évidemment et nécessairement qu'on est privé de liberté, bien au contraire, cette obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, rappelle Rousseau dans le contrat social.